Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Restaurer la confiance se retire de la course des législatives de janvier 2023. Le parti l'a fait savoir ce mardi au cours d'une sortie médiatique. La décision fait suite au refus de SCBE de positionner son président Irénée Agossa. La communauté chrétienne catholique célèbre la Toussaint ce mardi 1er novembre. Pendant la commémoration, les fidèles catholiques doivent observer un certain nombre d'aptitudes. Des précisions dans cette édition. Après l'élimination des écureuils du Bénin de la CAN U23 Maroc 2023, quelques journalistes sportifs analysent la prestation de l'équipe béninoise. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un an. Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, 1er novembre, les chrétiens catholiques célèbrent la Toussaint, une fête au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. Dans l'élément à suivre, le père Hubert Kadouidé, curé de la paroisse de Bon Pasteur de Cotonou, nous livre les comportements adoptés pour vivre dans l'esprit de la Toussaint. Il est au micro de Francis Fahmi. Renouveler notre fidélité au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à l'amour. Dieu est amour, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu puisque Dieu est amour. Et nous appelle à l'amour. Notre vocation première, c'est l'amour de Dieu et l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est pour cette raison que ce jour-là est un jour de réengagement à l'amour du Seigneur dans la fidélité, cet amour qui se déploie au service de nos frères et sœurs. Donc vivre cette journée la plus belle possible, c'est se rappeler que nous sommes là d'abord pour servir nos frères et sœurs. Et tant que je vais être préoccupé par le bien-être des autres, tant que je serai préoccupé de l'accomplissement et de l'épanouissement des autres, eh bien, je suis sur le chemin de la sainteté. J'invite donc les gens à pouvoir profiter de ce jour pour se donner davantage au service de l'humanité, au service de leur famille, au service de leur pays, au service de leur Église. Selon le prêtre, il y a une différence entre la célébration de la Toussaint et le jour des morts. Des précisions au micro de Francis Fahmi. C'est deux choses complètement différentes. La célébration de la fête des Toussaint, c'est la célébration de l'Église universelle, invitée à participer un jour à la nature céleste et à entrer dans le royaume que Dieu a préparé pour ses enfants. Nous sommes tous potentiellement candidats et candidates à entrer si nous voulons. Le Seigneur ne nous force pas, il nous laisse libres. Et cependant, il a une place pour chacune et chacun de nous. Et il souhaite vivement que nous puissions prendre place au festin des noces éternelles. Ça, c'est une fête. C'est la fête éternelle. C'est l'Eucharistie éternelle. Une action de grâce dans la contemplation divine pour toujours. Tandis qu'il n'y a pas de fête des morts. Il n'y a pas de fête dans le Seigneur.
Les morts ne louent pas. Il n'y a pas de fête dans la mort. Les morts ne louent pas le Seigneur. Non. Donc on ne parle même pas, c'est un abus que de dire fête des morts. C'est plutôt le 2 novembre qui est la journée de prière et de commémoration de nos parents défunts. C'est le jour de prière, c'est-à-dire ce jour-là où nous rentrons en communion, nous supplions le Seigneur, nous demandons au Seigneur la grâce que tous nos défunts puissent avoir la chance de participer au banquet éternel. Pas de collaboration entre FCBE et RLC d'Irénée Agossa dans le cadre des législatives de janvier 2023. À travers une lettre en date du 23 octobre dernier adressée au secrétaire exécutif national des forces Cori pour un Bénin émergent, le président de Restaurer la confiance a exigé un positionnement en tête de liste dans la 6e circonscription électorale. En réponse, dans une correspondance datée du 30 octobre dernier, le chef de file de l'opposition et premier responsable de FCBE fait savoir qu'il n'a pas reçu l'accord du bureau politique de son parti par rapport à ce positionnement. Autrement dit, le parti n'a pas accepté la demande de M. Agossa. Pour rappel, des déclarations de candidature pour les législatives ont démarré le 28 octobre dernier et prennent fin le mercredi 2 novembre à la Sénat. Face au refus de FCBE de positionner son président Irénée Agossa dans la 6e circonscription électorale pour les législatives de janvier 2023, RLC a confirmé son retrait de la course des législatives de janvier prochain, ce à travers une conférence de presse tenue à son siège ce mardi 1er novembre 2022. Suivons ensemble la communication faite par le secrétaire général adjoint du parti Mariano Totti au micro de Conté Amoussou et Francis Fahami. Le bureau exécutif national du parti RLC s'est réuni ce mardi 1er novembre 2022 sous la présidence de M. Irénée Josias Agossa. Durant cette réunion, le bureau s'est penché sur le contenu du courrier du parti FCBE en date du 30 octobre 2022 dans lequel il affirme ne pas concéder la tête de liste au président du parti RLC dans la circonscription électorale de son choix, un préalable à l'aboutissement de la volonté des deux partis d'aller aux prochaines élections législatives sur une liste commune. Nous sommes dans la triste réalité de constater l'opposition de la FCBE a fait aboutir ce partenariat qui devrait permettre à l'opposition d'être majoritaire dans la prochaine législature. Car, nous le rappelons, dans les conditions actuelles, aucun parti de l'opposition ne peut gagner en allant seul aux prochaines élections législatives. Étant donné que pour le parti RLC, la question du positionnement du président est un préalable, le BEN apporte tout son soutien au président qui est l'incarnation de notre parti. Nous voulons rappeler à nos amis du parti FCBE que conformément à notre volonté de la liste commune, il n'a jamais été question de trouver une remorque pour les candidats RLC. Nous sommes dans la triste réalité de constater l'opposition de la FCBE a fait aboutir ce partenariat qui devrait permettre à l'opposition d'être majoritaire dans la prochaine législature. Car, nous le rappelons, dans les conditions actuelles, aucun parti de l'opposition ne peut gagner en allant seul aux prochaines élections législatives. Étant donné que pour le parti RLC, la question du positionnement du président est un préalable, le BEN apporte tout son soutien au président qui est l'incarnation de notre parti. Le BEN soutient son président, cet homme de principe et de valeur. Pour le président Agossa et le bureau exécutif national, l'enjeu des prochaines élections législatives va bien au-delà des clivages politiques et s'inscrit dans la dynamique d'une profonde mutation de la classe politique, inévitable à toute fin de cycle institutionnel. S'inscrivant donc dans cette logique, le BEN et son président
aspire à ce que le centre de gravité de cette mutation soit au niveau de l'opposition. Il ne s'agit pas pour l'opposition de gagner seulement quelques sièges à l'Assemblée nationale, mais plutôt de contrôler le perchoir de la prochaine législature. Pour le parti RLC, l'enjeu de ces élections de 2023 n'est pas la question de la participation de l'opposition. Nous n'avons pas un problème de participation aux élections, mais plutôt de la victoire de l'opposition pour le contrôle du perchoir. Et nous avons toujours dit que l'opposition n'y arrivera pas si elle ne se met pas dans une logique d'addition et de multiplication. Et pour rester conforme à notre ligne, nous avons opté pour un retrait stratégique de notre parti. Vive le parti RLC, vive le Bénin. Je vous remercie. Irénée Agossa, président du parti RLC, est revenu sur l'objectif du parti après son retrait de la course aux législatives de janvier 2023. Le parti RLC ne participera pas à ces élections, seuls nous l'avons dit et nous confirmons cela. Le parti RLC observera pour ces élections un retrait stratégique lui permettant d'être en phase avec toutes les forces politiques qui vont participer à ces élections, qui seront dans la logique de la recomposition politique de notre pays en vue de mettre en place une cohérence politique permettant le développement de notre pays. Donc ce combat se mènera circonscription par circonscription avec les forces politiques qui seront en phase avec la vision qui nous anime aujourd'hui. Donc en clair, nous serons très actifs pour la campagne, en tant que parti, mais nous n'allons pas participer à ces élections en tant que parti politique sur la liste de ceux qui seront retenus comme parti politique pour participer à ces élections. Statu quo à la Commission électorale nationale autonome Sénat à la fin de la 5e journée de l'opération de dépôt des déclarations de candidature. Aucun parti n'est venu déposer sa liste de candidatures pour le compte des législatives du 8 janvier 2023 à la clôture. Ce mercredi 2 novembre, la Sénat s'attend à une forte activité. Hervé Ziniloué, chef service chargé de la planification des opérations électorale, présente la situation. On avait appris qu'un parti s'est annoncé depuis le matin, mais jusqu'à 17h30, au moment où les équipes ont fermé, qu'un parti ne s'est présenté. Certainement qu'ils sont en train de faire les derniers réglages. Très souvent, les partis ne se précipitent pas les premiers jours. Ils attendent toujours le dernier jour, la dernière, pour venir faire leur déclaration de candidature. Donc, nous sommes habitués et les équipes sont bien averties. La journée de demain sera très chargée, très rude pour nous. Nous avons prévu 3 salles où les déclarations de candidature seront reçues. Et donc les 3 équipes vont travailler simultanément de 8 heures, au-delà certainement de minuit. C'est-à-dire que les partis vont s'arranger pour être à l'intérieur, dans l'enceinte de la Sénat avant minuit. Ils sont habitués. Il y a globalement 2 grandes étapes. Dès qu'ils viennent, ils sont accueillis à la salle d'accueil où ils s'enregistrent dans le registre d'ordre d'arrivée. Après ça, ils sont orientés vers l'une des salles prévues pour la réception des dossiers. Et c'est au niveau de cette salle que les partis présentent leur déclaration de candidature. Donc au niveau de l'accueil, ils s'inscrivent simplement dans le registre d'ordre d'arrivée. Et c'est une étape très importante, puisque c'est ce registre qui sera utilisé pour le tirage au sort du positionnement des logos sur le bulletin unique. Le code dit bien que la déclaration de candidature va se faire en 2 catégories. Une première catégorie
qui comporte 85 dossiers pour les sièges ordinaires, titulaires et suppléants, et 24 dossiers titulaires suppléants pour les sièges exclusivement réservés aux femmes. Donc, on aura 218 dossiers par partie et chaque dossier comporte 9 pièces. La Sénat a mis à la disposition des partis politiques une solution informatique. Ils sont formés à l'utilisation de cet outil et à quelques fonctionnalités près, c'est cette même solution que la Sénat va étudier pour étudier leur déclaration de candidature. Donc, s'ils utilisent effectivement cette solution, donc c'est pour faciliter le montage de la déclaration de candidature. Donc, s'ils utilisent la solution informatique, je crois que tout se passera très bien. Ce mercredi 2 novembre, les sages de la Cour constitutionnelle sont annoncés dans la matinée pour une visite de terrain à la Sénat. La loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières votée le 4 octobre dernier à l'Assemblée nationale a été promulguée par le président de la République Patrice Talon le 19 octobre 2022. La Cour spéciale des affaires foncières est habilitée à connaître des actions immobilières, des actions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le contentieux des actes administratifs relatifs aux fonciers reste de la compétence du juge administratif. Le juriste Konaïd Akodenoudje explique les thèmes contenus dans la prérogative du juge administratif au micro de Amoussou Quentin et Nassirine Fatoumbi. Parlons de contentieux. Ce qu'il faut comprendre généralement, c'est un litige qui a été soumis à un juge, c'est-à-dire une contradiction entre deux ou plusieurs personnes. Et puisque nous sommes dans le domaine foncier ici, il s'agit d'un litige qui naît entre deux ou plusieurs parties et qui porte sur des biens fonciers. Ça peut être des immeubles, ça peut être des terres non battues, ça peut être également des biens privés ou des biens qui relèvent du domaine public. Et ce qu'il faut comprendre lorsque nous sommes dans le cadre de cette juridiction spéciale qui a été créée, c'est qu'elle est compétente pour connaître des affaires liées aux droits réels immobiliers. Et je l'ai dit tantôt, les droits réels immobiliers sont des actions qui permettent aux citoyens de demander la protection de leurs biens par le juge. Et donc, lorsqu'un citoyen, par exemple, a été victime de la vente illégale de ses biens immobiliers, il peut facilement saisir le juge pour avoir gain de cause. Parce que ça se passe très souvent, deux personnes qui ont leur parcelle côte à côte, l'un qui construit sur la parcelle de l'autre ou qui augmente le volume, la superficie de sa parcelle, cela permet donc à l'autre de saisir le juge et d'obtenir gain de cause. Donc le juge va déterminer en fonction des contingences liées à l'affaire quelle est la décision qui sera la mieux à prendre. Accusé de viol présumé sur sa secrétaire le 26 septembre dernier, le député Nougboyo Hippolyte Razoumé est convoqué à l'Office central de protection des mineurs ce mercredi 2 novembre. Selon les faits dénoncés par la victime et son mari à travers un message audio devenu viral sur les réseaux sociaux, le député aurait approché le mari avec de l'argent et pour acheter son silence, pour étouffer l'affaire. Une demande rejetée par la victime et son époux. Monsieur Razoumé aurait agi en complicité avec le conseiller communal Moïse Yahouinou, qui lui aussi est convoqué par la police. Au lendemain de l'élimination du Bénin de la sélection olympique du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023, Colomboussou a recueilli l'avis de quelques journalistes sportifs sur la prestation des écureuils et sur la loi du but marqué à l'extérieur. Suivons ensemble. Échouer à une compétition, c'est pas la fin du monde. C'est se relever de cet échec-là, travailler pour aller de l'avant le plus important. Les écureuils U23
nous ont fait rêver tout simplement. Ils avaient 2 buts à remonter, je pense qu'ils l'ont fait déjà avant la pause. On y avait cru jusqu'au bout. Le 3e but est intervenu après la 70e minute. C'est un autogol qui vient tout gâcher, hein, parce que jusqu'à la 85e minute de jeu, le Bénin était déjà qualifié, mais un autogol a tout gâché. Il faut féliciter les gars, ils ont fait l'essentiel. Et on a vu des écureuils qui ont vraiment bataillé dur, des écureuils qui ont compétité dur. On a vu également un coaching gagnant du côté de Adoula. Nous avons vu des jeunes très engagés qui ont voulu obtenir la qualification pour cette compétition. Ça s'est fait concrétiser dans les premières 45 minutes par l'égalisation sur l'ensemble des 2 matchs. 2 buts déjà avant la fin de la première partie. Et après, au retour, ils n'ont pas baissé d'intensité. Ils sont allés au 3e but. Malheureusement, la qualification ne viendra pas. Un résultat qui fait mal aux supporters béninois. Si j'enlève mon manteau de journaliste, je suis supporter, je suis béninois après tout. C'est un résultat qui fait mal. Surtout que nous étions à quelques minutes de la qualification. Nous avions remonté les 2 buts. C'était déjà un exploit en première partie de revenir à hauteur du Soudan 2-0. Nous avions marqué le 3e but tant souhaité. Et c'est des fautes. C'est des fautes. On ne pourrait pas accuser celui-là qui a marqué le but contre son camp. C'était venu contre le cours du jeu. Première seule grosse occasion du Soudan et ça a payé cash. On a eu droit à une campagne assez intéressante côté écureuil, surtout sur la rencontre. Quand on suit cette rencontre où le score à l'arrivée était de 3-1, on a vu que les Béninois méritaient largement de passer parce que quand on regarde la physionomie de la rencontre, dans les grands moments, dans les débats, c'était beaucoup plus les Béninois qui étaient au-dessus. Il faut dire que hier, on a senti l'engagement chez les jeunes. Il y avait l'engagement, il y avait l'ambition, il y avait cet esprit de gagne. Remonter 2 buts à la première mi-temps. Et ce sont les écureuils qui le font. Moi, j'étais étonné hier au stade. Des jeunes qui ont réussi à combiner le ballon, à enchaîner jusqu'à une dizaine de passes sans perdre le ballon. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Donc, j'ai eu l'impression que ce n'était pas le Bénin. Il y avait eu de la production de jeu. Les jeunes étaient engagés, ça allait de l'avant. Ce n'était pas un bloc bas comme nous l'avons l'habitude de voir avec nos équipes nationales. Donc, malheureusement, la qualification n'est pas arrivée. Je ne sais pas s'il faut parler de mérite ou s'il faut parler de l'environnement. Et on était déjà tout proche d'une remontada. Malheureusement, le but à l'extérieur compte. En Europe, ça n'existe plus. C'est l'UEFA qui a créé sa loi. L'UEFA a encore retiré sa loi. Et pourquoi pas la CAF? Mais il ne faut pas tout ignorer dans le but marqué à l'extérieur. C'est aussi un plus pour l'adversaire. Donc le Bénin aurait pu le faire dans son déplacement, qu'on ne serait pas là à crier cette défaite. Donc c'est une règle instaurée, tout le monde le sait. Ce n'est pas hier que c'est inventé. Pour ce qui est arrivé hier, je pense qu'on ne va pas accuser le but marqué à l'extérieur. On le savait avant le coup d'envoi de la rencontre. On le savait même avant d'être engagé dans les éliminatoires. Donc ce n'est pas encore un problème au football africain. C'est déjà une leçon pour les joueurs eux-mêmes. Savoir gérer tous les moments forts, les moments faibles d'un match, c'est très important. Et le Soudan s'est qualifié par résistance. Ils n'ont pas désespéré. Dès le 3e but, ils ont continué, ils ont mis le pied sur l'accélérateur, ils ont obtenu un corner. Et voilà, le résultat, ça paye cash. Ça fait un peu mal quand on est béninois, quand on a vu ce qu'on a vu hier et qu'on n'est pas qualifié. C'est le football, c'est le sport. Il y a 3 résultats. Soit vous perdez, soit vous gagnez, soit vous vous séparez dos à dos. Donc voilà, le Bénin a perdu. La vie continue, on se prépare pour d'autres aventures. On a vu la U20, la U17, la U23. Je n'aurai que l'envie que ce travail puisse continuer et que nous ayons dans les années à venir cette capacité-là de participer à une Coupe d'Afrique des U23. Donc il va falloir travailler à ce que ces jeunes-là ne se déroutent pas. Donc il va falloir un suivi pour que déjà dès prochainement on puisse récupérer les meilleurs dans le lot pour servir dans d'autres des équipes. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.